La nuit n'est jamais vraiment silencieuse. Même quand tout semble figé, que le monde dort, il reste toujours un souffle, un murmure, une vibration que l'oreille humaine peine à percevoir, mais que l'esprit ressent instinctivement. C'est cette impression sourde tapie dans l'obscurité qui rappelle que le calme n'est qu'une façade fragile. Je m'appelle Richard James Summerfield, et si vous écoutez ces mots aujourd'hui, c'est parce que j'ai survécu à une nuit où le silence s'est brisé. Une nuit où chaque routine banale est devenue une trappe menant vers l'inconnu. Avant de plonger dans mon récit, laissez-moi vous avertir. Il ne s'agit pas d'une histoire inventée pour vous effrayer autour d'un feu de camp, non. Ce que je vais vous raconter est arrivé dans un bâtiment bien réel, dans une ville bien réelle, et à un homme ordinaire, moi. Et croyez-moi, vous ne verrez plus jamais un simple poste de sécurité de la même manière. Petit aparté. Si vous aimez ce genre de récit immersif, où l'horreur se cache derrière les gestes du quotidien, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend encore. Comme chaque soir, j'ai pointé quelques minutes avant minuit. Le bip sec de mon badge a résonné dans le hall, à moitié plongé dans l'ombre, confirmant ma présence. La lumière verte du lecteur s'est allumée et les lourdes portes automatiques se sont ouvertes avec un souffle discret. À l'intérieur, les néons blafards éclairaient à peine l'espace d'accueil. Le hall semblait abandonné, peuplé seulement par le bourdonnement entêtant des distributeurs automatiques, plus bruyants que les lampes elles-mêmes. J'ai posé mon thermos cabossé sur le bureau de contrôle, tapoté l'écran du moniteur pour le sortir de veille et, une nouvelle fois, j'ai entamé mon service. Garder un bâtiment dont la plupart du temps, personne ne franchissait le seuil. Officiellement, j'étais l'agent de sécurité d'un centre de recherche situé à la lisière du district industriel. Mais en vérité, je n'avais jamais su ce qu'il cherchait vraiment à développer entre ces murs. Aucune réunion, aucune explication, jamais. Nous, les gardes de nuit, on n'était que des silhouettes qu'on place dans un coin et qu'on oublie aussitôt. Mon rôle était simple, faire ma ronde toutes les heures, vérifier que les portes étaient bien verrouillées, surveiller les caméras et prévenir si quelqu'un tentait de s'introduire sur le site. Mais personne n'essayait jamais. Honnêtement, j'en étais même venu à penser que l'endroit n'était qu'une façade, une coquille vide servant à masquer autre chose. Oui, il y avait des laboratoires, des salles de réunion, des serveurs qui ronronnaient en continu, mais la plupart du temps, les couloirs restaient plongés dans l'obscurité, les bureaux fermés, les ordinateurs éteints. Le jour, à peine 3 ou 4 chercheurs traversaient le hall, pas plus. Et le soir venu, il ne restait plus rien, sinon ce silence lourd qui finit par s'infiltrer dans vos pensées. Le plus dur dans ce métier, ce n'est pas la peur d'une intrusion, c'est l'ennui. L'ennui qui ronge, qui dévore les heures comme une bête invisible. Beaucoup de gars finissaient par craquer, certains démissionnaient, d'autres se noyaient dans des litres de caféine, et d'autres encore sombraient dans une espèce d'automatisme comateux. Pas moi. Moi, j'aimais la régularité, la monotonie, les petites habitudes qui ne changent jamais. Ça me rassurait. Je laissais toujours une radio allumée sur mon bureau. Pas une radio classique, une de ces unités d'alerte météo, capable aussi de capter les transmissions d'urgence gouvernementales. En théorie, elle devait aussi recevoir les notifications de mon employeur, mais elle m'arrivait jamais. De temps en temps, une alerte sur un ouragan dans un état voisin, une disparition d'enfants dans un autre, jamais rien qui me concernait directement. Mais c'était suffisant pour briser, de temps à autre, le silence. Cette nuit-là, la radio diffusait un simple souffle statique, réglé à un volume bas, assez fort pour attirer mon attention si quelque chose de grave survenait, assez discret pour disparaître dans le décor. Dehors, le vent battait contre les vitres blindées du hall. Dedans, je sirotais un café tiède et feuilletais un registre d'incidents qui, comme d'habitude, resterait désespérément vide. Sur les écrans, les caméras montraient des couloirs immobiles, une porte coupe-feu entr'ouverte, un balai oublié contre un mur, une photocopiesse poussiéreuse qu'aucun employé n'utilisait. Rien. Toujours rien. Je me suis calé dans ma chaise grinçante, le thermos entre les mains, et je me suis laissé aller à cette invisibilité qui me caractérise. Personne ne me remarque. Personne ne me connaît vraiment.
Je suis le type dont on oublie le prénom, qu'on croise sans lui adresser un mot. Et ça m'allait bien. Les heures se sont étirées, et aux alentours de 2h30 du matin, ce moment suspendu où le temps semble se dissoudre, tout a basculé. Le temps s'était engourdi. Mes yeux suivaient machinalement le clignotement rouge de la sortie de secours, rythme hypnotique, comme un cœur artificiel battant dans le vide. Entre mes doigts, un vieux biscuit protéiné s'effritait en miettes sèches. La fatigue me pesait sur les paupières, mais mon esprit flottait encore entre veille et somnolence, prisonnier de ce vide monotone qui accompagne chaque nuit. C'est alors que la radio s'est animée. 3 bips secs, tranchants, ont suri des haut-parleurs. Le genre de tonalité qu'on n'entend jamais par hasard. J'ai sursauté, les miettes tombant sur mon uniforme. Au début, je n'ai pas bougé. Ces tests de diffusion d'urgence arrivaient régulièrement. Toujours la même rengaine. Un message automatique, monotone, qui se répétait 2 ou 3 fois avant de disparaître dans le brouillard des ondes. J'ai donc attendu, la mâchoire encore en mouvement, mâchant lentement, comme si mes gestes pouvaient ignorer ce qui venait de s'enclencher. Puis une voix a retenti, grave, autoritaire. Ceci est un test du système d'alerte d'urgence. Rien d'anormal jusque-là, mais après une pause, quelque chose a changé. Les mots suivants m'ont glacé le sang. Ce message est destiné à Richard James Summerfield. J'ai figé. La moitié de mon biscuit s'est brisée entre mes doigts. Il n'avait pas dit « Monsieur Summerfield », pas « Richard Summerfield ». Non, il avait prononcé mon nom complet, mon nom entier, celui de mon acte de naissance, avec le deuxième prénom que je n'utilise jamais, même pas sur mes papiers administratifs du quotidien. Je suis resté immobile, le souffle coincé dans la gorge. La voix a continué, implacable, mécanique et pourtant étrangement vivante. Veuillez rester à l'intérieur et n'interagissez pas avec le bruit au-delà de votre perception. Durée estimée du test, 1 heure. Puis, plus rien. La radio est retombée dans un souffle blanc, un grésillement discret, comme si rien ne s'était produit. J'ai dégluti, fixant l'appareil. Mes temps tremblaient légèrement, mais je refusais de me l'avouer. Je me suis penché, j'ai tourné le bouton de volume, tapoté l'appareil, cherché une trace du message, mais il n'y avait rien. Pas d'horodatage, pas d'enregistrement. Le vide, comme si tout cela n'avait jamais existé. Un canular, ai-je murmuré à voix basse, ma propre voix résonnant étrangement dans ce hall désert. Oui, ça devait être ça, un piratage peut-être. Quelqu'un qui s'était amusé à détourner les ondes pour diffuser un message personnalisé. Mais pourquoi moi? Comment aurait-il su? J'ai essayé de me raisonner. Les systèmes d'alerte testaient parfois de nouveaux procédés. Peut-être avaient-ils connecté leur base de données à un fichier local, piochant au hasard dans des identités pour rendre l'expérience plus réaliste. Mais cette explication n'effaçait pas le frisson qui remontait le long de ma colonne. Le silence dans le bâtiment se fit plus lourd. Les vitres vibraient sous les rafales de vent, comme si le monde extérieur insistait pour entrer. Je n'entendais plus que le battement rapide de mon propre cœur et le souffle régulier de la radio. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est rien, juste un bug. Pourtant, à partir de ce moment-là, je n'ai plus réussi à ignorer ce petit poste radio posé sur mon bureau. Il devenait une présence, un œil invisible, une voix qui pouvait à tout instant briser le fragile équilibre de ma routine. Alors j'ai repris ma ronde, espérant que marcher dans les couloirs familiers calmerait mon agitation. Les néons clignotaient de temps et temps, projetant des ombres fugaces qui donnaient l'illusion d'un mouvement. Le son de mes pas résonnait, régulier sur le carrelage, comme un rappel que j'étais encore ancré dans la réalité. Et pourtant, une impression persistante s'accrochait à moi, celle d'être observé, scruté, comme si derrière chaque porte fermée, quelqu'un écoutait ma respiration. Quand je suis revenu à mon poste, j'ai tenté de remplir quelques formulaires, des simples mots, des simples cases à cocher, mais mes doigts se sont figés lorsque la radio a repris vie. Pas de tonalité cette fois, directement la voix.
Message destiné à Richard James Summerfield. J'ai senti mes entrailles se contracter. Tu avais 11 ans quand tu as refusé d'aller voir ta mère à l'hôpital. La bouche sèche, j'ai cessé de respirer. Tu as dit à ton frère que cela n'avait pas d'importance, qu'elle ne se souviendrait de rien. Tu lui as dit cela pour le blesser. Les mots résonnaient avec une justesse insupportable. Non, ce n'était pas possible. Personne n'était au courant. Personne. Tu avais tort. Un silence pesant a suivi. Pas le grésillement de la statique cette fois, mais un vide pur, brut, où chaque seconde s'étirait comme un supplice. Puis, la voix a ajouté « Dans 35 secondes, tu tenteras de vérifier le quai de chargement. Nous te conseillons de ne pas le faire. » Un clic, et le poste s'est éteint. Je suis resté pétrifié sur ma chaise, le souffle court, la peau froide. Le souvenir de cette querelle avec mon frère, des mots cruels crachés avec la rage d'un enfant, m'a frappé de plein fouet. Personne ne le savait. J'en avais jamais parlé. Pas même à mon frère, pas même à moi-même. Comment cette chose pouvait-il le savoir? J'ai levé les yeux. Les caméras diffusaient toujours les mêmes couloirs vides. Mais désormais, je ne voyais plus seulement des murs et des portes. Je voyais des pièges, des trajectoires imposées. Et malgré l'avertissement, malgré la peur qui serrait ma poitrine, mes jambes ont commencé à bouger d'elles-mêmes, m'entraînant vers le corridor menant au quai de chargement. Je n'avais pas décidé de marcher. Mes jambes l'avaient fait pour moi, comme si une force subtile, invisible, tirait chaque muscle dans la direction imposée. Je me sentais spectateur de mes propres gestes, prisonnier d'un scénario écrit à l'avance. Le badge a bipé quand je l'ai passé devant le lecteur du couloir de service, libérant le verrou électronique. Le son, pourtant familier, m'a semblé étranger, presque agressif dans le silence. Le long couloir de béton s'étirait devant moi, éclairé par une succession de néons blafards qui bourdonnaient avec une intensité électrique. L'air y était plus froid, plus sec. On aurait dit un passage oublié, à l'écart du reste du bâtiment. Je suis passé devant le vieux placard du concierge. La porte grinçait à chaque courant d'air, comme un soupir étouffé. Plus loin, un distributeur hors d'usage affichait encore un message d'erreur figé dans un coin de son écran fissuré. Tout paraissait banal. Et pourtant, chaque détail vibrait d'une étrangeté nouvelle, comme si la radio avait corrompu la normalité elle-même. Le quai se trouvait au bout. Une lourde porte métallique, renforcée, peinte d'un gris écaillé, attendait. Je l'ai poussée. Les gonds ont gémi comme une plainte prolongée. Derrière, le quai s'étendait, vide. Pas de camion en livraison, pas de traces de pneus ni de pas récents. Seulement le vent qui s'engouffrait entre les grilles du grillage, sifflant un air froid et métallique. L'air y était plus froid, plus sec. On aurait dit un passage oublié, à l'écart du reste du bâtiment. Je suis passé devant le vieux placard du concierge. La porte grinçait à chaque courant d'air, comme un soupir étouffé. Plus loin, un distributeur hors d'usage affichait encore un message d'erreur figé dans un coin de son écran fissuré. Tout paraissait banal. Et pourtant, chaque détail vibrait d'une étrangeté nouvelle, comme si la radio avait corrompu la normalité elle-même. Je me suis assis, nerveux, mes yeux fixés sur les écrans. Le hall, les bureaux, les couloirs, tout était immobile. Mais je savais, au fond de moi, que je n'étais plus seul. Quelque chose m'observait. Pas depuis les caméras, non, depuis les murs, depuis les interstices invisibles entre les briques de ma réalité. La radio, elle, restait muette. Pas un souffle, pas un bip. Seulement ce grésillement sourd, ce bruit blanc, qui, désormais, sonnait comme une respiration discrète. Je voulais y croire, que tout ça n'était qu'une supercherie, un algorithme ou une bande préenregistrée. Mais alors, pourquoi avais-je l'impression que mon esprit lui-même se commençait à se fissurer, que mon environnement n'était plus totalement stable? J'ai repris ma ronde dans le couloir nord-est, un espace étroit où le plafond semblait peser plus bas qu'ailleurs.
mes pas claquaient dans le silence. C'est à ce moment précis que la voix est revenue. Pas de tonalité cette fois, pas de préambule, juste une injonction nue, brutale. Ne te retourne pas. Je me suis arrêté net. Mes muscles se sont figés comme sous l'effet d'un courant électrique. Un frisson m'a parcouru l'échine. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Derrière moi, l'obscurité totale. Je l'avais déjà remarqué, mais je n'y avais pas prêté attention. Les néons s'étaient éteints dans cette portion de couloir. Pas une veilleuse. Rien. Un mur d'ombre absolue. J'ai attendu 5 secondes, 10, 15 secondes. Mon corps refusait de se relâcher. Et malgré l'avertissement, malgré cette terreur viscérale qui me clouait sur place, j'ai commencé à tourner la tête. Lentement. Je n'ai pas eu besoin de voir grand-chose. Un seul coup d'œil, à peine amorcé, a suffi. Le mur du fond s'est mis à onduler comme une surface liquide. Les couleurs se sont brouillées, les lignes droites ont vrillé en angle impossible. Mon œil gauche s'est embué de blanc, tandis que le droit s'est resserré en un tunnel étroit. Et sous tout cela, un vacarme s'est levé. Un chaos sonore indescriptible, verres brisés, griffes qui raclaient un carrelage, dents qui claquaient trop vite pour appartenir à une seule mâchoire, respirations multiples se superposant, hurlements muets étranglés dans des gorges invisibles. C'était un bruit qui n'avait rien d'humain. Un bruit qui me donnait envie de me recroqueviller, de quitter ma propre peau pour m'échapper. J'ai refermé mon geste. Je n'ai pas tourné davantage. Je me suis forcé à regarder droit devant moi. Et soudain, tout s'est arrêté. Les lumières se sont rallumées. Le vacarme s'est éteint. Ma vision est redevenue claire. Mais le couloir, lui, n'était plus le même. Un meuble à roulettes bloquait maintenant le passage. Une porte en acier s'était matérialisée sur la droite et un nouveau couloir, signalé par une faible lumière rouge, s'ouvrait alors qu'il n'avait jamais existé auparavant. Le message était clair. Ce lieu avait des règles. Et maintenant, il me dictait sa propre géographie. Je suis resté un moment planté devant cette nouvelle configuration, le souffle court, la gorge sèche. Le couloir que je connaissais par cœur venait de changer sous mes yeux, comme si quelqu'un avait pris le plan du bâtiment et l'avait plié, déchiré, puis recollé dans un ordre absurde. Un meuble métallique bloquait désormais le passage vers l'avant. Une porte en acier, froide et sans poignée visible, s'était matérialisée sur la droite, là où il n'y avait auparavant qu'un mur nu. Et à gauche, un couloir inédit, balisé par un mince ruban de lumière rouge d'urgence, m'invitait, ou plutôt m'ordonnait, d'y entrer. Mon premier réflexe fut de m'attaquer au meuble roulant. Mes mains se sont posées sur les poignets, j'ai tenté de le pousser, de le déplacer, mais il refusait de bouger. Pas comme un objet lourd, non, plutôt comme s'il faisait partie intégrante du décor, soudé à la réalité nouvelle de ce lieu. La porte en acier, elle ne réagissait pas non plus. Aucun mécanisme, pas même une serrure, juste une surface lisse et glaciale. Il ne restait qu'une option, le couloir rouge. J'ai marqué une hésitation, mon esprit cherchait désespérément une logique, un point d'ancrage. Tout ce que je croyais connaître de ce bâtiment me glissait entre les doigts. Les cartes de sortie incendie, les plans de sécurité, les repères accumulés au fil des mois, tout cela n'avait aucun sens. Le sol semblait plus instable sous mes pas. Chaque carreau vibrait d'une manière subtile, comme si je marchais sur une cage thoracique jante et que je sentais battre un cœur enfoui dans les entrailles du bâtiment. J'ai avancé. Le couloir rouge s'étirait, long, interminable, et à chaque pas je guettais un changement, une nouvelle distorsion. Mon souffle se répercutait sur les murs nus, multipliés, étirés, comme si je respirais dans une cathédrale invisible. Les caméras de surveillance que je croisais étaient éteintes, les écrans de contrôle gelés, même les plans accrochés au mur, avant tout clairs et précis, avaient été effacés, de simples panneaux blancs, lisses, vierges, comme si le bâtiment refusait désarmé de me donner des repères. C'était une évidence. Ce lieu n'était plus qu'un organisme mouvant, une chose vivante qui écrivait ses propres règles au fur et à mesure que j'avançais. À plusieurs reprises, j'ai essayé de m'orienter par la mémoire. J'ai pensé,
Si je suis bien au rez-de-chaussée, alors, au bout de ce couloir, je devrais tomber sur la cage d'escalier principale. Mais non, le couloir débouchait sur une impasse, ou pire, sur une porte qui m'amenait dans une salle familière, mais pas à la bonne place. Je suis ainsi tombé sur la salle des machines, normalement située au 3e étage, et pourtant, je n'avais jamais quitté le premier. Les horloges, quand elles existaient encore, indiquaient toutes des heures différentes. Certaines avançaient trop vite, d'autres reculaient. Une d'elles tournait à une vitesse folle, comme si le temps lui-même refusait de s'aligner. Je me suis vite rendu compte d'une règle cruciale: ne pas revenir sur mes pas. Chaque fois que j'essayais de rebrousser chemin, le décor derrière moi se modifiait. Le couloir disparaissait, remplacé par un mur, une porte close, ou pire, de l'obscurité totale épaisse comme une matière. Alors j'ai avancé, toujours en avant, peu importe où. Une fois, j'ai entendu un bruit derrière moi, un pas, puis un deuxième, lent, appuyé, qui résonnait avec une intention glaciale. Mon instinct a hurlé de me retourner, mes muscles se sont crispés, mais le souvenir de ce vacarme monstrueux, de ces sons impossibles qui avaient failli me briser l'esprit quelques minutes plus tôt, m'a retenu. J'ai continué à marcher, le souffle bloqué dans ma gorge, jusqu'à ce que le bruit disparaisse, ou s'éteigne de lui-même. C'est devenu une règle de survie. Ne jamais céder, ne jamais regarder en arrière. C'est alors que la voix est revenue. Elle ne s'adressait plus à moi comme à un cobaye. Elle me parlait comme si elle commentait ma vie en direct. « Tu vérifies ton niveau de batterie. » J'ai senti mes entrailles se nouer. Oui, j'étais en train de tapoter ma lampe torche pour vérifier sa charge. Elle savait, elle voyait. Un court silence, puis « Évite le prochain croisement. Tu n'écouteras pas. Nous sommes désolés. » Puis le silence. J'ai levé les yeux. Devant moi, le couloir s'ouvrait à une intersection. Et dans un des embranchements, j'ai entendu des sanglots. Une plainte étouffée, une respiration saccadée, une voix jeune, féminine peut-être, quelqu'un qui pleurait. Mais sous ces pleurs, un autre son vibrait, un souffle lourd, humide, une mécanique obscure, comme une respiration artificielle. J'ai posé un pied dans le couloir, et je me suis souvenu des mots de la voix. « Tu n'écouteras pas. » Alors, pour la première fois, j'ai choisi. Je suis resté figé devant l'intersection. Un pied déjà avancé dans le couloir, l'autre encore dans le passage principal. Les sanglots résonnaient, faibles mais réguliers, portés par les murs comme une plainte venue d'un autre monde. C'était une voix humaine, du moins en apparence. Elle avait cette fragilité tremblante, ce rythme désordonné qu'on retrouve dans les pleurs étouffés. Mais quelque chose sonnait faux, comme si la douleur était jouée, comme si cette détresse n'était qu'un masque. Sous les sanglots, un autre bruit m'arrivait par vagues, un souffle râpeux, humide, trop proche pour être naturel. Et derrière ce souffle, un cliquetis métallique, discret mais régulier, comme un mécanisme qui se met en marche au rythme des pleurs. J'ai reculé, une sueur glaciale coulant le long de ma nuque. La voix m'avait prévenu. Elle avait dit « Tu n'écouteras pas ». Et si tout cela n'était qu'un scénario écrit à l'avance? Mon esprit s'est emballé. Est-ce que je choisis vraiment? Ou est-ce que chaque décision que je prends est déjà prévue, calculée, anticipée par ce système qui me surveille? Je me suis surpris à trembler. Pas de peur, pas seulement. De rage. J'ai serré les poings. Mes ongles se sont plantés dans la paume de mes mains. Assez de suivre des ordres voilés, assez de me laisser dicter mes gestes par une voix sans visage. J'ai fermé les yeux une seconde. Dans ma tête, une tempête, des souvenirs de mon enfance, des moments de honte, de culpabilité, de colère. La radio les avait réveillés, m'avait forcé à les affronter. Mais pourquoi fouiller dans ma mémoire? Était-ce vraiment moi l'objet de ce test? Un mot m'est venu à l'esprit lourd de sens. Expérience. C'était ça, n'est-ce pas?
Tout ce bâtiment, ce labyrinthe mouvant, ces injonctions absurdes, tout cela ressemblait à une expérience grandeur nature, un test psychologique, une cage invisible où on observait mes réactions comme on observe celles d'un rat de laboratoire. Alors, j'ai pris ma décision. Je me suis planté au milieu de l'intersection. Mon souffle était court, ma poitrine brûlait. Et intérieurement, j'ai hurlé. J'ai suivi vos règles. J'ai évité de me retourner, j'ai marché dans vos couloirs tordus, j'ai accepté vos pièges, j'ai obéi, j'ai désobéi, et maintenant, qu'est-ce que vous voulez de moi ? La voix n'a pas répondu, mais les sanglots, eux, se sont amplifiés, devenant plus insistants, plus douloureux, comme s'ils cherchaient à m'attirer, à me briser par la pitié. Et c'est à cet instant que j'ai compris. Peut-être que le test n'était pas dans l'obéissance. Peut-être qu'il résidait dans le moment précis où l'on choisit de désobéir. Alors j'ai pivoté. Lentement, d'un pas ferme, j'ai tourné vers le couloir d'où provenaient les pleurs. Le changement a été instantané. L'air est devenu glacé, mordant. Mes tympans bourdonnaient, comme si une pression invisible écrasait mon crâne. Chaque respiration était une lutte, une lame de glace traversant mes poumons. Les murs se sont resserrés, l'espace rétrécissant autour de moi. Les pleurs se sont mués en un concert de chuchotements, de gémissements, de souffles rauques qui prononçaient mon nom dans un murmure infini. Richard, Richard. Le sol s'est mis à vibrer. Mes pas sonnaient creux, comme si le couloir descendait dans des profondeurs qu'il n'aurait jamais dû atteindre. Les ombres autour de moi n'étaient plus des ombres. Elles avaient des formes. Des silhouettes indistinctes qui se pressaient contre les murs, griffant la peinture avec des doigts trop longs, des bras pliés à l'envers. Pas d'yeux, pas de bouche. Juste des faces de peau tendue, dépourvues de traits. Elles ne tentaient pas de m'attraper, non. Elles vibraient, convulsaient au rythme d'un grandissement, un vacarme qui n'était ni cri, ni respiration, mais une accumulation de sons impossibles tissés ensemble dans une cacophonie inhumaine. J'ai continué à avancer, le cœur au point d'exploser. Mon corps voulait fuir, mais une rage nouvelle me portait en avant. Chaque pas était un défi. Chaque inspiration, un refus de plier. Puis sans prévenir, le silence. Un silence total. Les chuchotements s'étaient éteints. Les silhouettes s'étaient fondues dans les murs. Le froid avait disparu. Et devant moi, le couloir s'ouvrait au hall principal du bâtiment. Là, derrière les grandes vitrées blindées, l'aube pointait. Une lumière pâle, orangée, caressait le sol. Tout semblait normal. Les néons bourdonnaient doucement. Les portes étaient intactes. Et c'est à cet instant que j'ai compris. J'étais sorti. Ou du moins, je croyais l'être. Je suis resté figé dans le hall, incapable de croire ce que je voyais. Le sol ciré reflétait les néons comme d'habitude. Les portes vitrées donnaient sur l'extérieur où l'aube se levait, projetant une lumière douce à travers les vitres blindées. Le bâtiment, qui n'était plus qu'un labyrinthe mouvant quelques secondes auparavant, paraissait soudain normal. Trop normal. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce fini ? Avais-je réellement réussi à sortir de ce cauchemar mouvant ? Je n'ai pas eu le temps de savourer cette pensée. La porte derrière le bureau d'accueil a explosé sous l'impact. Une rafale de pas lourds, cadencés, a envahi le hall. Des hommes en noir, vêtus de combinaisons tactiques intégrales, ont déferlé dans la pièce. Pas de visage, seulement des visières opaques et lisses, réfléchissant la lumière sans rien laisser transparaître. Leurs armes étaient levées, prêtes à tirer. En quelques secondes, j'étais encerclé. J'ai levé les mains, incapable de prononcer un mot. Mon souffle s'était bloqué dans ma gorge. Mais ils ne m'ont pas visé. Ils ont balayé la pièce, coordonnés comme une seule entité, puis se sont positionnés en cordon comme pour contenir quelque chose. Derrière eux, d'autres sont arrivés. Pas des soldats, des hommes et des femmes en blouse de laboratoire, poussant des chariots chargés d'équipements que je n'avais jamais vus. Des caisses scellées, des écrans portables, des instruments qui pulsaient de lumière rouge et verte. La scène ressemblait à une opération militaire clandestine. Tout le monde semblait savoir exactement quoi faire. Chacun avait sa place, son rôle, sa mission.
Je suis resté immobile, le cœur cognant, regardant ce ballet frénétique se déployer autour de moi. Plus une main m'a saisi le bras, fermement. Je me suis tourné. Un soldat me tenait. Sa poigne était glaciale, inhumaine dans sa fermeté. Sa visière noire reflétait mon visage, pâle, défait. « Qu'est-ce que... » ai-je balbutié. « Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous » Il n'a rien répondu. Il m'a simplement tiré à l'écart, me guidant à travers les barrières improvisées que les techniciens installaient. Et alors je l'ai vu. Au fond du hall, là où j'étais censé avoir traversé le couloir quelques instants auparavant, il n'y avait plus qu'un simple mur. Il y avait une membrane. Un dôme translucide, vibrant comme une bulle de verre parcourue d'ondes électriques. Derrière cette paroi tremblante, je distinguais encore des fragments de l'endroit que je venais de quitter. Un couloir distordu, des ombres figées dans des postures inhumaines, des couleurs brouillées comme si l'air lui-même était en train de se décomposer. C'était comme si une partie du bâtiment était restée emprisonnée dans un autre monde. Un monde artificiel, instable, menaçant de se dissiper à tout moment. Je n'arrivais pas à détourner les yeux. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. C'était ça, le piège. Le cœur du cauchemar. Une voix humaine m'a tiré de ma stupeur. « Vous êtes sorti tout seul ?» Je me suis tourné. Un homme en blouse, la cinquantaine, cerne profond, visage émacié par l'épuisement, me fixait avec une stupeur presque religieuse. Ses lèvres tremblaient. « Vous n'étiez même pas marqué », a-t-il ajouté à voix basse, comme s'il parlait pour lui-même. Je n'ai pas compris. « De quoi vous parlez ?» ai-je craché, la gorge nouée. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous » Un autre scientifique l'a fusillé du regard, comme pour lui interdire d'en dire plus. Mais le premier a insisté. Il s'est approché. Sa voix s'est fait presque un murmure, confidentiel. « Vous étiez dans le champ de test, une structure artificielle, pas la réalité. Une simulation cognitive, construite pour analyser la prise de décision humaine et la perception dans des boucles récursives. » J'ai secoué la tête, incapable de comprendre. Une simulation ? Mais c'était réel, tout était réel. Et ses yeux se sont posés sur moi, lourds de fatigue et de vérité. Pour vous, oui. Parce que le champ s'est nourri de vos souvenirs, de vos failles, de vos choix. Ce n'était pas censé s'activer, pas comme ça. Mais quelque chose a mal tourné. Derrière lui, une alarme a retenti. Pas une alarme habituelle. Un son rapide, strident, qui déclenchait une panique glacée dans chaque fibre de mon être. Une voix métallique a résonné depuis un écran. Intégrité du champ, 50%. Effondrement imminent. Les techniciens se sont précipités, hurlant des ordres, branchant des câbles, activant des terminaux portables. Je ne comprenais rien sinon une chose. Ce que j'avais traversé n'était pas terminé. Le scientifique a posé une main sur mon épaule. Ses yeux étaient brillants de frère. « Ilou, maintenant, écoutez-moi. Si la structure cède, ce n'est pas seulement ce bâtiment qui sera touché. Ça ne restera pas confiné. » Ces mots se sont écrasés dans ma tête comme un coup près. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais entendu, les ombres, les voix, le vacarme impossible, si cette bulle éclatait, cela entrerait dans notre monde. Un aparté, au passage, si vous écoutez ce récit et que vous êtes encore là, accrochez-vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Nuit d'horreur, car parfois, les histoires que l'on croit impossibles se cachent juste derrière un mur de verre. Et une fois qu'elles se brisent, il est déjà trop tard. L'alarme hurlait toujours. Un son strident, rapide, comme un signal cardiaque qui s'emballe avant la mort. Dans le hall, tout s'était transformé en une fourmilière frénétique. Les techniciens criaient des ordres. Leurs voix se chevauchaient dans une cacophonie nerveuse. Des câbles serpentaient sur le sol. Des écrans clignotaient de lignes rouges. Et au centre de tout, la chose. Le dôme. Il vibrait. Sa surface translucide se déformait comme une bulle de savon sur le point d'éclater. Chaque pulsation faisait trembler l'air autour, envoyant des frissons électriques dans mes os. Derrière cette paroi, j'apercevais toujours les fragments du couloir, figés, distordus, mais vivants. Les ombres s'y agitaient, tordues, impatientes. Un compte à rebours s'est affiché sur un écran central. 11 minutes.
Une voix féminine, mécanique, a résonné dans tout le hall. Effondrement structurel imminent. Tentative de continement en cours. Mon souffle s'est accéléré. Je n'avais aucune idée de ce que signifiait effondrement structurel, mais chaque fibre de mon corps savait que ce n'était pas une bonne nouvelle. Les soldats se sont alignés, armes prêtes, leurs visières noires reflétant les lueurs rouges du dôme. Pas un mot entre eux, pas un geste superflu. Leur discipline glaçante donnait l'impression qu'ils s'apprêtaient à marcher dans leur propre tombe. Le scientifique qui m'avait parlé s'est approché de l'un d'eux. Je n'ai pas entendu l'échange, mais j'ai vu son visage, tiré, pâle, conscient du sacrifice qu'il leur demandait. Le soldat a simplement hoché la tête, puis il a abaissé sa visière. Un signal bref a retenti, et comme un seul homme, ils ont franchi la membrane. Le dôme a réagi aussitôt. Un souffle sourd, comme une respiration colossale, a secoué le hall. La surface translucide s'est dilatée, puis contractée, comme si elle avalait les soldats dans un estomac invisible. À travers la paroi, j'ai vu leurs silhouettes entrer dans le couloir distordu. Les ombres, celles qui m'avaient épié, se sont aussitôt animées. Elles se sont précipitées vers eux, ondulant comme des marées noires. Les coups de feu ont claqué, étouffés par la paroi. Des éclairs de lumière ont illuminé l'intérieur du dôme, dessinant des silhouettes cauchemardesques. Bras trop longs, visages centrés, corps pliés à l'envers. Chaque tir semblait inutile. Chaque balle se perdait dans la masse mouvante. Les scientifiques, eux, ne regardaient pas les soldats. Ils fixaient leurs écrans. Leurs doigts couraient sur les claviers, cherchant frénétiquement à exécuter des protocoles incompréhensibles. Leur voix tremblait, mais leurs gestes restaient méthodiques. L'un d'eux a crié « Effondrement accéléré, on perd la cohérence !» Un autre a répliqué « Continuez, si le champ lâche, il s'ouvrira vers l'extérieur !» Ces mots ont planté une graine d'horreur dans mon esprit. Vers l'extérieur, cela voulait dire ici, dans notre monde. Le compte à rebours s'affichait toujours. 7 minutes. Je me suis tourné vers le scientifique qui m'avait parlé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer si ça s'effondre? Il m'a fixé, ses yeux brûlants d'une peur qu'il ne tentait plus de masquer. Si ça cède, ce que vous avez vu là-bas ne restera pas contenu. Ces constructions, ces erreurs, elles n'existent que parce que le champ les limite. Si le champ disparaît, elles chercheront un nouvel espace où s'ancrer, et cet espace, ce sera le nôtre. Je l'ai dévisagé, incapable de répondre. Il venait de dire à voix haute ce que je redoutais depuis mon retour dans le hall. Le monde extérieur n'était pas en sécurité. Ce que j'avais fui, ce que j'avais cru laisser derrière moi, était en train de forcer la porte. Dans le dôme, les soldats se battaient toujours. Mais leurs tirs faiblissaient. Leurs mouvements devenaient chaotiques. L'un d'eux a été happé par une ombre, sa silhouette se diloquant comme un papier brûlé. Un autre s'est figé, son corps secoué de spasmes avant de se dissoudre dans un nuage de pixels noirs. Mon estomac s'est retourné. Ils n'étaient pas seulement tués, ils étaient effacés. 3 minutes. Un hurlement a traversé la paroi, déchirant, inhumain. La membrane s'est fissurée de l'intérieur, laissant s'échapper des éclairs de lumière et des vagues de statique qui grésillaient dans l'air comme des arcs électriques. Le scientifique m'a saisi par le bras. « Écoutez-moi, si l'effondrement arrive, il n'y aura pas de deuxième chance, pas de continuement possible. Tout ce qui a touché votre esprit là-dedans touchera le monde entier. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je sortais par accident, par hasard. Mais si d'autres n'y arrivaient pas, si la membrane cédait, alors ça n'était plus mon cauchemar, ce serait le cauchemar de tous. 1 minute. La membrane s'est tendue une dernière fois, vibrant comme une peau sur le point d'éclater. Les soldats restants ont disparu dans la masse d'ombre. Leurs cris étouffés se sont mêlés au bruit inhumain qui déferlait derrière la paroi. Et puis, un flash blanc, une onde de choc silencieuse. Tout le hall a tremblé. La membrane est éclatée. La membrane a éclaté.
Pas comme du verre qui se brise, pas comme du métal qui cède. Non. Elle s'est effondrée comme une illusion qu'on déchire. Un voile fragile, tendu entre deux mondes, qui se décompose en une pluie de fragments lumineux. Chaque éclat vibrait dans l'air comme une note dissonante, s'éteignant dans un grésillement. Un souffle glacial a balayé le hall. Les néons ont vacillé, les vitres ont tremblé, et pendant un instant, je n'ai rien entendu d'autre que ce bruit blanc assourdissant, ce sifflement qui engloutissait tout. Puis, le silence. Un silence pire que le vacarme. Quand j'ai ouvert les yeux, le hall n'était plus le même. Les barrières métalliques dressées par les scientifiques avaient disparu. Les écrans, les câbles, les caisses, envolés. Les soldats, dissous, comme si leur corps n'avait jamais foulé ce sol. Il n'y avait que moi. Moi et ceux qui restaient du dôme. Karine n'avait pas totalement disparu. À sa place, s'étendait une fissure dans l'air, une déchirure vibrante, mince comme un filament, mais qui pulsait, vivante. Et de cette faille scintillait quelque chose d'indescriptible. Pas une matière, pas une lumière, une impression. Comme si l'air lui-même était devenu conscient, chargé d'une présence invisible qui s'infiltrait dans chaque recoin du hall. Un son a brisé ce mutisme. 3 bips secs. La radio. Elle avait survécu. Posée sur le bureau, intacte, elle s'est allumée toute seule. La voix a parlé. La même, toujours égale, mais cette fois différente, plus proche, plus intime. Richard James Summerfield. Mon nom. Encore. Mon cœur s'est emballé. Vous avez quitté le champ, mais le champ n'a pas quitté vous. J'ai reculé d'un pas. Mon dos a heurté la vitre du hall. La voix continuait, implacable. Chaque choix, chaque souvenir, chaque erreur que vous avez laissée derrière est toujours en vous. Le test ne s'arrête pas. Il ne s'arrêtera jamais. J'ai fixé la radio, incapable de respirer. Puis, comme un écho, j'ai entendu derrière moi un souffle. Faible, lent, trop proche. J'ai fermé les yeux. Je savais que cela voulait dire. Le « ne te retourne pas » n'avait jamais cessé d'être valable. L'aube filtrait toujours à travers les vitres, mais elle n'apportait aucune chaleur, aucune sécurité. Au contraire. Elle révélait l'ombre diffuse qui s'étendait déjà au sol, rampant comme une marée noire prête à envahir tout ce qui existait. Et moi, debout au milieu du hall, je n'étais plus qu'un spectateur impuissant. Le monde réel et celui que j'avais traversé n'étaient plus séparés. Ils se confondaient. La voix a parlé une dernière fois, douce, presque rassurante. Test réussi, initialisation suivante en cours. Puis le silence. Je n'ai plus su si j'étais encore vivant, ou si je n'étais déjà qu'un fragment piégé dans un autre champ. Voilà pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce que ce que j'ai vécu n'était peut-être que la première brèche. Parce que ce que j'ai vu derrière ce voile est peut-être déjà parmi nous. Et parce que si jamais un jour vous entendez votre nom dans le grésillement d'une radio, alors sachez que le test a déjà commencé pour vous. Et si vous ne voulez pas affronter ça seul, abonnez-vous à la chaîne Nuit d'horreur. Ici, nous partageons les histoires que le monde préfère ignorer, mais qui vous attendent, dans l'ombre.